à tous, c'est Mélie Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une comparaison qu'on avait super hâte de vous faire, pour un livre qu'on avait super hâte de lire. De toute façon vous l'avez lu dans le titre, nous allons vous parler des Contes suspendus, donc le tome 3 de Capitale du Sud de Guillaume Chamalade-Jean dans la grande saga La Tour de Garde. Je sais même pas par quoi commencer, si ce n'est vous dire que si vous n'avez pas lu le tome 1, le tome 2 de la Capitale du Sud et du Capitale du Nord, parce que c'est très lié quand même, on risque de donner des petites infos. Ouais, rien de spoilant, mais vous saurez qui est vivant, probablement. Ce qui est un peu une forme de spoil. Donc, arrêtez-vous là si c'est pas le cas, allez lire ces romans parce qu'on en a assez parlé pour que vous le fassiez, voilà. Et on va pouvoir commencer. Et on va certainement beaucoup se répéter par rapport aux autres comparaisons, pour certains aspects, notamment la plume. La plume est toujours aussi magnifique, aussi poétique, aussi belle. Aussi riche. Pour moi, c'est une question de richesse, de vocabulaire et de syntaxe. Et en fait, le fait de le comparer à d'autres plumes, enfin de lire autre chose avant et de lire autre chose après, c'est vrai, ça la rend encore plus exceptionnelle parce que c'est rare. C'est rare d'avoir vraiment de très jolies plumes et qui se fondent aussi bien dans l'ambiance du récit, enfin qui servent le récit. Voilà, c'est pas juste joli pour être joli, c'est que non seulement c'est joli, mais en plus ça va avec le personnage auquel on s'est habitué maintenant, ça va avec le personnage, ça va avec le récit, ça va avec cette capitale du Sud, avec tout l'univers du Sud quoi. Moi je sais pas si c'est les livres que j'ai lus avant qui me font dire ça ou pas, mais je l'ai trouvée encore plus jolie la plume. Mais bon, elle me dit que non, enfin qu'elle est pareille. Moi je sais pas, j'ai trouvé un chouïa plus poétique. Alors après c'est peut-être parce que le tome 1 il y a beaucoup d'aspects poétiques, il y a beaucoup de il y a beaucoup de références à la poésie, le chant et les contes. Le tome 2 un peu moins. On avance un peu plus vite, il y a plus de dynamisme et du coup un peu moins de contes, etc. Et ça revient dans le tome 3. Donc du coup la plume forcément elle se réadapte au récit. Et peut-être qu'elle devient encore plus poétique, je ne sais pas. J'aurais du mal à comparer, je pense que pour comparer il faudrait que je relise les trois à la suite. Maintenant c'est vrai que ça date presque d'un an, notre lecture du tome 2, hein, donc nécessairement... je peux difficilement comparer. Ouais, et je pense que je le compare peut-être aussi à la plume de Capitale du Nord, qui est très jolie, mais comme Capitale du Nord est plus froid, est une ville plus froide, forcément la plume paraît un petit peu moins aérienne, poétique, chaleureuse, tout ça. Une critique qui pourrait lui être faite, mais que nous on ne fait pas, parce qu'on a beaucoup aimé ce rythme, ce récit, etc. C'est le dynamisme. Il y a des gens qui pourraient s'ennuyer, certains types de lecteurs. Mais je pense que c'est parce que ces lecteurs-là cherchent un schéma narratif classique, avec des éléments perturbateurs, des péripéties, de l'action et tout. Et pour moi, ça n'a rien de classique et on n'est pas du tout dans ce genre de récit. Et en plus, je sens pas vraiment la coupure entre chacun des tomes en fait. On pourrait largement les assembler et là le rythme serait... voilà, le rythme serait à voir dans sa globalité. Avec des phases un peu plus dynamiques, des phases un peu plus lentes, de mise en place, etc. C'est vrai que là on commence ce tome 3 sur une phase beaucoup plus narrative, plutôt que par rapport à l'action, beaucoup plus contemplative j'ai envie de dire, dans une phase de reconstruction, tant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel des personnages, parce que n'oublions pas qu'on a quitté Minox en plein deuil. Un deuil vraiment très très difficile à faire pour lui. Et ouais, c'était assez violent, hein. On en parlait justement, le tome 2 est assez lourd en termes de mort, en termes de conséquences. Non seulement il y a cette partie reconstruction, mais il y a aussi en fait un jeu de l'auteur que moi j'ai adoré, qui est vraiment... on part d'un point A, donc de l'histoire, qui n'est pas celui on les a quittés à la fin du tome 2 si vous voulez, donc, qui est un peu plus dans la suite, dans la continuité du récit. Et en fait, il va nous faire repartir en arrière pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé entre temps. Et puis on va revenir au point A, et puis après on va passer directement à un point C, et il va revenir un peu entre le point A et le point C pour faire le point B en fait. Et moi j'ai adoré ce petit jeu de ping-pong entre le moment T et les réflexions de Nox et tout ce qui s'est passé. Et qui construit en fait ces réflexions. C'est jamais des retours absolument inutiles, ça a toujours un petit lien avec ce que vit le personnage et ce qu'il est en train de construire comme réflexion. Il y a énormément d'introspection
Et donc c'est peut-être ça qui donne l'effet du rythme très lent. Moi je pense que c'est juste la partie construction que les gens n'apprécient pas forcément, que moi j'ai adoré. J'en aurais bien lu 200 pages de plus, hein, ou fait un peu d'action. Enfin, en fait, c'est un livre qui fait 500 pages, c'est ça? Et la grosse action arrive dans les 200 dernières pages. Ça c'est vrai. J'aurais bien soit rajouté encore plus de pages avant, soit en retrouver à nouveau après l'action, mais c'était très bien fait comme ça. Au bout d'un moment on peut pas non plus... 1500 pages là pour le coup, la plupart des lecteurs auraient fui. Non, c'est vrai que ça c'est super bien fait, enfin, c'est passionnant. C'est passionnant cette mise en place d'une société complète, hein. Ils commencent, ils sont 3. Et idéaliste, un peu utopique de toute façon. C'est très utopique. Mais ça fonctionne quand même pour l'instant. Pour l'instant. C'est toujours pareil, c'est la création d'une nouvelle société. Enfin, ouais, non, c'est incroyable. Et puis en plus, là-dedans aussi, il y a un rythme à part entière. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ellipses plus ou moins courtes. Parfois c'est un jour, parfois c'est un mois, parfois c'est même 2 ans. Et en même temps, c'est tellement... Il y a tellement toutes les indications qu'il faut. Mais en fait, c'est comme pour Claire Duvivier. Il gère super bien les ellipses. On s'en rend pas compte, ça nous dérange pas. On l'avait déjà dit. Mais oui, clairement. Ouais, et d'ailleurs, en plus de toute cette construction, etc., il y a un aspect conte qui réapparaît, qui était un peu moins présent dans le tome 2, et un aspect alimentation, culture culinaire, qui revient. Voilà, elle s'était un peu estompée dans la partie 2 pour laisser la place un peu au dramatique, etc. Voilà. Et là, voilà, ça revient un peu comme dans le tome 1, et c'est vraiment très très bien mêlé avec l'histoire. Et ça donne faim en fait, hein, on va pas se mentir. Ça me donne envie de cuisiner, c'est génial. En parlant de cet aspect conte qui revient, moi il y a un truc, alors je vais pas dire que je regrette de pas l'avoir eu plus tôt dans les tomes précédents parce que je pense que c'était pas encore le moment en termes de maturité pour les personnages. On a enfin la genèse du Nord et du Sud. Oui, c'est vrai. Peut-être pas tout à fait complète. Pas complète. Et ça, par contre, pour moi, c'est le petit défaut. C'est que ça... on a les bases, on comprend en même temps que Nox et waouh, et on met du temps. C'est très très mystérieux. Et quand on a enfin les réponses, on se dit ah, c'est donc ça. Et ça fait sens et c'est chouette, mais effectivement, il manque des petites choses quand même. Qu'on aura probablement dans Capitale du Nord, j'espère notamment par rapport au système de magie. Ouais. En lien avec Daphné, vous comprendrez si vous l'avez lu. D'ailleurs, en parlant du Nord, le lien qui est fait entre Capitale du Nord et Capitale du Sud, c'est du génie, c'est magistral. À voir comment du coup c'est géré dans Capitale du Nord, le tome 3, pour voir si ça fait répétition ou pas. Ou... Je pense pas. Je pense pas. Non, en vrai, je pense pas. Mais voilà, à voir comment... je suis impatiente de voir comment ils ont géré ça. Moi aussi. Parce que on a quand même la présence de certains personnages de Capitale du Nord. Ouais. Et bien là quand même, on a des dialogues, ils sont acteurs, des semaines entières de vie, des mois de vie commune. Ils sont acteurs. Amalia devient même un petit peu en retrait quand même. Oui, bah oui. Mais c'est pas les héros si vous voulez. Mais en même temps, j'ai adoré retrouver Amalia, mais d'un point de vue externe, c'était extraordinaire parce que Amalia, c'est le personnage principal de Capitale du Nord, qui est très froide, très distante, toujours dans l'introspection, dans le... Voilà, il y a vraiment dans la réflexion, le pragmatisme, de très très aller à l'essentiel, aller droit au but. Et là, la voir, mais par les yeux de quelqu'un justement... De Nox qui est tout le contraire, de l'opposé. C'était passionnant. Et il y a Jonas qu'on retrouve et qui fait le lien en fait entre... qui est le pont, qui a toujours été hein, dès le début dans Capitale du Nord, le pont entre le Nord et le Sud avec son appétence pour les contes et son éducation très nordienne on va dire. Et puis il y a les Sictes. Sictes qui, je trouve, alors je suis contente de les avoir vus davantage que ce qu'on a pu par le passé, mais j'aurais aimé encore en avoir un peu plus. Surtout par rapport à un autre des personnages de Capitale du Nord. On comprend pas exactement sa magie. Bon, on la comprend peut-être dans le Nord, je pense. Ça a laissé la place parce que bon, au bout d'un moment... j'ai peur que non. Ensuite, que dire il y a encore plein d'autres points, je sais pas par lequel commencer. Les complots, peut-être la ruse, la stratégie, c'est... toujours aussi puissant. On a rarement lu des comme ça. Ouais.
peut-être qui s'approchait, mais en version young adulte, donc plus allégé. Là c'est vraiment... Voilà, quand on me vante un roman, une histoire de stratégie, de stratège, de complot, je m'attends à ça en fait, et on a rarement ça. on n'a pas un dixième de ça des fois. D'ailleurs, à propos de ces complots, on retrouve également Daphné, un personnage très... assez central. Hein. Ouais, pas forcément très sympathique. Et elle est toujours mise au-dessus de Nox. Elle arrive toujours à le surpasser sur le plan stratégique, à deviner ses actions et à anticiper ses actions et à les contrecarrer. Alors... c'est à la fois bien et à la fois déjà j'ai de la peine pour Nox parce que là à un moment donné il nous a sorti, enfin on comprend qu'il avait un plan incroyable et il a pas eu le temps, non je pense pas. Oui. Et il a pas trop eu le temps de le mettre en action et donc du coup la seule chose que j'ai envie de savoir c'est mais c'était quoi son plan de base. Et on l'a pas eu, mais c'est pas grave. Parce que bon après il s'adapte et il rebondit hein, là-dessus y a pas de souci, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir quelques pistes. Ouais. Et donc du coup j'ai quand même une petite critique à faire là-dessus, ça me paraît un peu simple. Enfin je veux dire, si Daphné est si intelligente, si supérieure à Nox, lui à chaque fois il arrive quand même à s'en sortir. Pas forcément en très très bon état, mais il arrive à s'en sortir. Alors moi au contraire, c'est pas quelque chose que je ressens comme ça, et c'est quelque chose que j'aime bien. C'est qu'en fait Nox s'en sort, mais alors déjà par chance, et surtout... par orgueil, c'est le péché d'orgueil de sa sœur qui ouvre des micro-portes, micro-failles de sortie, et parce qu'il la connaît aussi bien, il arrive à les prendre. Moi le truc qui m'interroge c'est comment en la connaissant aussi bien, il arrive pas à se dire elle va contrecarrer mon plan. Ouais. Pour moi c'est plus ça. Bah après je pense qu'il le sait, mais il veut quand même tenter. Il tente quand même. Mais voilà, en fait c'est aussi le fait... Le petit bémol que je trouve, c'est que je comprends que Daphné est supérieure à lui, arrive à deviner ses stratégies avant lui, mais c'est juste parce que c'est dit dans le récit en fait, parce que par ses actions j'ai du mal à le voir. Ah, c'est peut-être aussi parce que elle a un caractère particulier, Daphné. Très bon personnage, ils sont tous très bons. Et la fin. Bon elle est super hein. Je suis contente que ça se finisse pas en pseudo cliffhanger, en fin ouverte, ou parce que voilà, ça nous permet vraiment de se dire waouh c'était super, on repose ça. On n'a pas forcément besoin d'une suite, même si on ne serait pas contre y retourner. Elle est bien faite, elle est bien trouvée. Et de toute façon les deux trilogies elles sortent complètement des sentiers battus. Mais en même temps, Guillaume Chamanadjan a arrivé à sortir des sentiers battus tout en revenant à un grand classique de la fantasy, je trouve. Une espèce de dualité. Je vais pas en dire plus parce que ça spoilerait, mais si vous l'avez lu vous comprendrez. Donc voilà, il arrive à être extrêmement original tout en revenant quand même à une petite chose qu'on voit souvent en fantasy. Pour moi la fin est comme le reste de la trilogie absolument magistrale. Pas parce qu'elle est explosive, quoique un peu quand même. On se demande est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment ça va se finir, enfin voilà, jusqu'au bout du bout on se dit ça va pas tenir leur truc, ça va pas tenir. Donc si, en ça elle est pleine d'actions explosives, surtout par rapport aux 300 premières pages. Voilà, les 200 dernières ça y est, on est dans les plans, on enchaîne, ça montre crescendo, on se dit ah comment ils vont faire. Et d'ailleurs au final, moi j'ai lu beaucoup plus vite les 300 pages, plus lente que les 200 dernières pages parce que j'étais tellement en mode ah qu'est-ce qu'il arrive. Tu l'as fait traîner. Oui je l'ai fait traîner au début, les 200 mais j'ai senti qu'en termes de lignes avalées par seconde, tu vois, ça allait plus vite dans les 300 premières pages parce que j'étais moins dans le stress avec les personnages quoi. C'est magistral, voilà, ça met en valeur tout le reste, tout le récit précédent. Mon petit regret, en fait j'en ai deux, je dirais. Le premier c'est en termes de charge émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai vraiment refermé ce livre en me disant waouh, c'était mais genre vraiment presque très calmement, je m'y attendais pas. Par exemple, pour vous donner un élément de comparaison, j'ai terminé le tome 4 de La Passe Miroir, je me suis mis en PLS sur mon canapé et j'étais en mode c'est fini. Là, j'ai vraiment eu
pas un soulagement en fait, mais quelque chose de très paisible, de je suis contente, je suis heureuse de cette fin, je suis à l'aise avec, je suis en accord avec cette fin qui est très belle, très très belle. Et donc du coup peut-être qu'en termes de charge émotionnelle ça m'a manqué d'un petit quelque chose. Une petite torture ouais, du lecteur qui avait été, enfin voilà, on a été torturé dans le tome 1, on a été torturé dans le tome 2. Dans Capitale du Nord aussi. Pareil, là c'est un peu moins le cas. Mais en même temps c'est ça qui donne... Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que c'est ça qui donne l'effet, on n'a pas besoin de suite. Voilà, c'était parfait, c'était bien, c'était ce qui suffisait. Maintenant, l'autre petit regret, c'est, je trouve que on manque de... Enfin, comment dire, on referme la porte sur cet univers alors qu'il y a encore tellement de choses qui se passent. Et notamment, moi je pensais que ce serait beaucoup plus creusé dans ce tome-là. L'invasion qui est annoncée dans le tome 2. On sent qu'en fait, voilà, c'est un sujet qui agite à la fois le nord et le sud, on sent que ça grossit, que tout est lié en fait, parce que dans le tome 2 de Capitale du Nord, bon bah, on sent bien, enfin ils ont leur petite guerre civile à régler, enfin tout le monde a un peu sa guerre civile à régler, mais en plus, il y a les colonies qui se soulèvent dans Capitale du Nord, et on sent qu'en fait c'est lié avec cette invasion, enfin, voilà, il y a un truc qui arrive, une grosse vague, et finalement c'est pas du tout, enfin je dis pas que c'est pas un sujet, je dirais que c'est un sujet d'arrière-plan. Et je pense pas que ce soit davantage traité dans Capitale du Nord, malheureusement. Ouais. Et pour moi, c'est peut-être un peu le truc. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Et ça me fait penser à un autre truc, que pour le coup j'ai beaucoup aimé par contre. C'est que à la fois Nox il est au cœur du récit, et à la fois, s'il était pas là, et qu'il soit là ou qu'il soit pas là, bah, l'histoire de guerre civile, les histoires de clan de cité du Nord, du cité du Sud, bah, elles existeraient quand même, elles tiennent quand même debout, qu'il soit là ou pas, c'est pas un élu. Il fait l'histoire sans faire l'histoire en fait. Oui. Il fait un petit bout d'histoire, mais ça touche pas tout le monde. Enfin, je pense que par ricochet, voilà, ça touche beaucoup de monde, mais c'est pas un point central en mode si ce mec il meurt, tout explose quoi. Et c'est pas le duc de la cité du Sud. Enfin. Et puis même dans tout ce qu'il construit, on sent qu'il est central, mais pas essentiel. C'est exact et c'est tellement bien joué encore une fois de la part des auteurs en fait ça change tellement de tous ces héros qui prennent une position absolument centrale et qui décident de mener la guerre pour sauver leur cité et compagnie. Alors que là finalement il défend, alors on sent qu'il a à cœur quand même les intérêts de sa cité, hein. Il est profondément géminien, mais finalement il va quand même défendre son honneur, ses intérêts personnels, ses valeurs, enfin les intérêts personnels de ses proches à lui plutôt. Oui, de ses proches. Et toujours plus dans la poursuite de son utopie que dans la poursuite d'une... de sauver quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Donc plus construire que venger. Bah juste lisez-les, hein. Faites-vous un avis. Vous êtes plusieurs déjà à nous avoir dit que ça y est, vous avez découvert le tome 1. Ça nous fait tellement plaisir à notre petite échelle d'avoir pu... vous influencer sur cette lecture. Parlez-en autour de vous, je pense que maintenant c'est largement connu. Je trouve que malheureusement il n'a pas encore la notoriété qu'il mériterait. Ça arrive. Pour moi il est passé à côté du Plib et ça m'a... Ah oui, bah ça c'est d'une très grande tristesse. Ça a rouvert la plaie là, le fait de lire ce troisième roman, j'étais en purée. Il a pas gagné, il est même pas allé dans les finalistes alors que comparé à ce qu'on a lu... Oui voilà. C'est tellement exceptionnel. Mais il a eu d'autres prix où il a été nominé à d'autres prix, donc... Si vous allez sur des salons, n'hésitez surtout pas à aller voir les auteurs, parce que, enfin, là en l'occurrence Guillaume Chamanadjian, mais avec Claire Duvier, ils sont très abordables, un peu timides de mémoire, mais vraiment adorables, et voilà, n'hésitez pas à leur poser des questions sur leur univers, sur leurs personnages, ils baignent dedans, et les écouter, c'est incroyable. Alors, l'ordre de lecture, on l'a pas dit, mais enfin on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, mais on va peut-être le redire ici, parce que je vois parfois sur les réseaux des gens qui sont perdus. Ouais, qui sont perdus, ou alors qui enchaînent. Sont pas sûrs. Juste qui enchaînent tout Capitale du Sud pour après enchaîner tout Capitale du Nord. Alors, je me permets jamais, sauf quand ils posent la question directement, je me permets jamais d'intervenir sur une story ou par message privé pour dire oh là là, tu devrais pas lire dans cet ordre là, parce que chacun fait bien ce qu'il veut. Ce qu'on vous conseille,
C'est vraiment un conseil, en revanche, c'est vraiment de l'écrire dans l'ordre dans lequel... de le lire dans l'ordre dans lequel ça a été écrit. Donc c'est ce qu'on a fait, parce qu'en fait, il y a tellement de petits clins d'œil et de petites choses qui sont disséminées au fur et à mesure. Et là, par exemple, on a enfin retrouvé un personnage dont on avait... Enfin, qui avait une position assez intéressante, qui était présent dans le tome 1, qu'on avait un peu perdu de vue dans le tome 2, mais qu'on avait retrouvé vite fait dans le tome 2 de Capitale du Nord. Et là, il revient à nouveau. Et en fait, voilà, c'est pour ça en fait, c'est pouvoir tisser la trame. Parce que les clins d'œil, c'est pas juste un personnage qui réapparaît, en fait, que tu recroises, c'est des petits rendez-vous comme ça que tu entreaperçois, une ruelle au loin, enfin c'est ça. C'est des noms, c'est des lieux, c'est des petites descriptions. Et là, c'est mon autre regret, c'est de pas avoir relu le tome 2 de Capitale du Nord. Et alors le tome ou juste 2, la fin. Ouais, ou juste la fin. Le tome 2 de Capitale du Sud, il est résumé. Et ça, gros big up à la maison d'édition et aux auteurs, c'est super important. Faites-le dans toutes les sagas s'il vous plaît. Sauf si vous publiez le truc 2 semaines après la suite, hein. Mais sinon il faut vraiment le faire. Enfin, au-delà de publier la suite 2 semaines après, enfin je veux dire, pensez au lecteur qui, même s'il l'a dans sa palle, va pas le lire tout de suite en fait. Voilà, juste ça. Donc bref, gros big up aux Forges de Vulcain. Mais oui, surtout il y a des petits... Moi j'ai senti qu'il me manquait quelques subtilités, quelques nuances, parce que j'avais pas relu et que j'avais oublié certains détails de Capitale du Nord, le tome 2, qu'on a lu pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Par contre, dans le cas d'une relecture, à la limite, relire tout le sud puis tout le nord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ouais, on conseille vraiment en première lecture. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Non, chacun fait vraiment ce qu'il veut, mais peut-être... Enfin, nous, en tout cas, on y a pris tellement de plaisir dans cet endroit-là qu'on peut que vous conseiller de puis en même temps, d'un côté sud, d'un côté nord, ça ferait vraiment trop le nord vs le sud. Et ça ferait, en termes de plumes, ça ferait trop chaleureux vs plus froid, plus critique. Plus sec, plus pragmatique, comme on a dit pour Amalia, quoi. Enfin, c'est ça. Donc, je trouve que ce ping-pong est super intéressant, donc essayez de le conserver pour prendre encore plus de plaisir. Maintenant, il y en a que la plume de Claire de Vivier dans Capitale du Nord n'a pas séduit. À l'inverse, il y en a qui n'ont pas aimé Capitale du Sud. Voilà, mais je trouve vraiment que cette saga, elle prend tout son sens dans son entièreté. Elle a été créée. Tout son sens et son brio. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'on a fini. Le tour. On a fini, c'est fini, on va pleurer. Hein, voilà. On va attendre le tome Capitale du Nord. Et là, ce sera vraiment la fin. Et aïe aïe aïe. Et je sais pas. Et après, on va galérer pour retrouver des auteurs qui écrivent aussi bien. Alors, a priori, il y a d'autres projets éventuellement en préparation. J'ai. Voilà. Par commentaire interposé très rapidement. Oui, mais on lit au moins 100 livres par an. Et là. C'est à peu près le seul, enfin c'est les seuls par année et il y en aura plus dans les années suivantes du coup. Peut-être. Il faudra qu'on cherche, mais ça fait beaucoup de lectures avant de trouver des perles pareilles quoi. Mais c'est sûr qu'effectivement c'est une pépite, enfin la littérature fantasy, en particulier la littérature fantasy francophone. On a cette chance là d'avoir des auteurs super talentueux. Merci à tous d'avoir suivi alors déjà cette vidéo, l'épopée de Capitale du Sud à travers nos 3 vidéos. On vous remettra bien sûr en barre d'infos notre comparaison sur le tome 1, le tome 2, sûrement sur Capitale du Nord aussi. Enfin, on vous mettra tout. Votre choix. Et surtout, venez en commentaire nous dire si vous avez eu le même ressenti, si vous l'avez déjà lu, si vous attendez de le lire avec impatience. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Vous souhaite de très bonnes lectures.